15 secondes. C'est le temps que vous avez entre la sirène et l'impact à Tel Aviv. 15 secondes pour réveiller vos enfants, les porter jusqu'au Mamad et prier que l'Iron Dome fasse son travail. Je m'appelle David Moreau, je suis médecin urgentiste à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv depuis 8 ans maintenant. Ma femme Sarah est israélienne. On s'est rencontrés pendant mes études de médecine à Paris. Nos 2 enfants, Emma 7 ans et Noah 5 ans, ils sont nés ici. Pour eux, c'est normal d'avoir un mamad dans chaque maison. Moi, j'ai grandi en Normandie. Le concept d'une chambre blindée dans un appartement, c'était de la science-fiction. Cette nuit-là, j'étais de garde. 2h47 du matin. L'hôpital était calme, juste quelques cas aux urgences. Rien d'extraordinaire. J'étais en train de terminer mes rapports quand la première sirène a retenti. Pas celle de l'hôpital, celle de la ville. Cette sirène qui vous glace le sang même après des années ici. Le son commence grave, monte en intensité. Tseva Adom, code rouge. Vous savez ce que ça signifie. Quelque part au-dessus de nos têtes, des missiles balistiques foncent vers nous à 3 km par seconde. L'Iran vient de décider que cette nuit ne serait pas comme les autres. Mon téléphone vibre. Sarah, sa voix tremble. David, les sirènes, je réveille les enfants? Je lui dis oui. Cours au Mamad, je rentre dès que possible. Mais je mens. Je sais que je ne peux pas quitter l'hôpital. Pas maintenant. Pas quand les premiers blessés vont arriver. Les couloirs se remplissent d'un coup. Patients en pyjama d'hôpital qui courent vers les abris souterrains. Personnel médical qui pousse les lits d'urgence vers les zones protégées. Tout le monde sait la procédure. On l'a répété des dizaines de fois. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, les sirènes ne s'arrêtent pas. Par la fenêtre du 4e étage, je vois Tel Aviv. Toute la ville scintille dans l'obscurité. Pas les lumières habituelles. Des éclairs, des explosions en altitude. L'Iron Dome qui fait son travail. Chaque flash, c'est une interception. Chaque silence entre les flashs, c'est la peur qu'un missile est passé. J'essaie d'appeler Sarah, réseau saturé. J'envoie un message. Vous êtes où? Pas de réponse. L'angoisse me serre la gorge. 15 secondes, c'est tout ce qu'elle a eu pour sortir les enfants du lit, leur expliquer sans les terrifier et les amener au Mamad. Le Mamad, c'est notre safe room, 2 mètres sur 3, mur en béton armé, porte blindée, système d'aération indépendant. Emma et Noah y ont leur jouet d'urgence, des livres, des jeux silencieux. Sarah garde toujours des biscuits et de l'eau. On ne sait jamais combien de temps il faut rester enfermé. Première explosion, proche, très proche. Les fenêtres de l'hôpital tremblent. Une infirmière crie. Ce n'était pas une interception. Quelque chose a touché le sol, quelque part dans la ville, ma ville, peut-être près de chez moi. Je cours vers le toit de l'hôpital. Je sais que c'est interdit pendant une attaque, mais je dois voir, je dois savoir. Au loin, vers le sud, une colonne de fumée noire monte dans le ciel nocturne. Ça brûle quelque part. Les sirènes continuent. Ça ne s'arrête pas. 2e vague. Le ciel s'illumine à nouveau. Cette fois, je compte. 1, 2, 3, 4 éclairs simultanés. L'Iron Dome tire sur plusieurs cibles. Ma montre marque 3h12. Ça fait 25 minutes que ça a commencé. Sarah m'envoie finalement un message. Mamad, enfant terrifié. Emma demande pourquoi les méchants veulent nous faire du mal. Comment on explique ça à une enfant de 7 ans? Comment on dit que des gens à des milliers de kilomètres ont décidé cette nuit que votre famille devait mourir, qu'ils ont pointé des missiles sur votre maison, votre école, votre hôpital? Sarah lui dit probablement que c'est comme l'orage, que ça va passer. Mais moi, je sais que ce n'est pas un orage. L'hôpital se prépare. On évacue les soins intensifs vers les étages inférieurs. On vérifie les générateurs d'urgence. On compte les poches de sang, les morphiniques, les antibiotiques. Dans 30 minutes, peut-être moins, les premiers blessés vont arriver. Brûlures, éclats, traumatismes, crise cardiaque de stress. Mon collègue Ahmed vient me trouver. Lui aussi, sa famille est à la maison. Sa femme enceinte, ses 3 enfants. Il me dit « David, j'ai peur qu'on soit en train de vivre quelque chose de différent cette fois. Les salves sont continues. C'est pas juste quelques roquettes du Gaza. C'est massive. » Il a raison. Depuis que je vis ici, j'ai vu des attaques, des tirs sporadiques, quelques missiles, l'Iron Dome qui les intercepte. Et puis, le calme revient. Là, ça fait 40 minutes. Les sirènes se chevauchent. Une zone à peine évacuée qu'une autre entre en alerte. Haïfa au nord, Jérusalem à l'est, et nous, coincés au centre. Nouvelle explosion, plus proche encore. Cette fois, les lumières de l'hôpital vacillent. Le générateur prend le relais 1 seconde, puis le courant revient. Quelqu'un crie dans le couloir. Une vitre a explosé quelque part. Les fragments tombent comme de la pluie sur le parking. Je pense à Noah, mon petit garçon qui a peur du noir. Est-ce qu'ils ont allumé la lumière dans le Mamad? Est-ce qu'il pleure? Emma, elle prend soin de lui quand j'ai des gardes. Elle lui chante des chansons.
Mais là, dans ce bunker de fortune, avec les explosions au-dessus de leur tête, est-ce qu'elle arrive encore à le rassurer? Mon téléphone vibre. Sarah. Noah veut son doudou dragon, rester dans sa chambre. Impossible de sortir du mamad. Il pleure. Je ferme les yeux. Le dragon vert que ma mère lui a offert pour ses 4 ans. Il dort avec chaque nuit. Là, il est seul dans le noir, dans sa chambre, pendant que mon fils sanglote dans un bunker. 4e vague d'interception. Cette fois, c'est un spectacle terrifiant. Le ciel entier s'illumine. Pas juste quelques éclairs, des dizaines. Un véritable feu d'artifice mortel. J'entends les détonations en cascade. Boum, 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 comme un tambour géant qui bat au-dessus de nos têtes. Une ambulance arrive. Première victime, un homme âgé, crise cardiaque. Sa femme explique qu'il s'est effondré en courant vers l'abri. Le stress, son cœur n'a pas supporté. On le stabilise, on l'emmène en cardiologie. C'est le début. Dans 1 heure, il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Je repense à cette soirée normale d'hier, dîner en famille. Emma qui me raconte sa journée d'école. Noah qui joue avec ses petites voitures. Sarah qui prépare le café. Une soirée banale, ordinaire, précieuse. On regardait un dessin animé tous ensemble sur le canapé. À 21 heures, j'ai couché les enfants. Lecture du soir. Bisous. Papa reste pas trop tard à l'hôpital demain. Ils ne savaient pas que cette nuit, leur monde allait exploser. 5e explosion. Celle-là, elle fait vibrer tout l'hôpital. Les néons clignotent. Une alarme incendie se déclenche quelque part. Je regarde ma montre. 3h51. Ça fait plus d'1 heure. Plus d'1 heure que mes enfants sont enfermés dans 2 mètres carrés à écouter leur pays se faire bombarder. Le chef de service arrive en courant. Il crie des ordres. Activation du plan blanc. Toutes les permissions annulées. Tout le personnel disponible rappelé d'urgence. Préparation des blocs opératoires. Évacuation des patients non prioritaires vers d'autres hôpitaux. On se prépare au pire. Mon téléphone vibre encore. Cette fois, c'est un message vocal de Sarah. Sa voix tremble. David, Emma me demande si tu vas mourir à l'hôpital. Je ne sais pas quoi lui répondre. Noah s'est endormi sur mes genoux. Il serre son pull à toi contre lui, celui que tu as oublié hier matin. Il sent encore ton parfum. Reviens-nous, s'il te plaît. Reviens-nous entier. Je m'effondre. Là, dans ce couloir d'hôpital, avec les sirènes qui hurlent, les explosions qui résonnent, les blessés qui commencent à arriver, je m'effondre. Parce que ma fille de 7 ans pense que son papa va mourir cette nuit. Parce que mon fils de 5 ans s'endort avec mon pull en espérant que je rentre. Une nouvelle ambulance. Cette fois, une famille. Parents et 2 enfants. Blessés légers, éclats de verre. Leur maison était trop proche d'un point d'impact. Ils ont eu de la chance. Ou peut-être pas. Leurs enfants ont le même âge qu'Emma et Noah. La petite fille me regarde avec des yeux immenses. Elle ne comprend pas pourquoi il y a du sang sur son front. Je nettoie sa plaie. Simple coupure. Quelques points de suture. Mais ses mains tremblent. Elle n'arrête pas de demander. « C'est fini ? C'est fini maintenant ?» Je mens. Je lui dis oui. Mais dehors, les sirènes continuent. Le ciel continue de s'illuminer. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. 6e vague. Cette fois, quelque chose de différent. Un sifflement aigu, différent, plus proche, plus rapide. Un missile qui a passé toutes les défenses, qui fonce vers nous, vers l'hôpital peut-être. J'ai le temps de penser à Sarah, à Emma, à Noah. Je me dis que si je meurs maintenant, ils ne sauront jamais que mes dernières pensées étaient pour eux. Explosion. Énorme. Toutes les vitres de l'hôpital volent en éclats simultanément. L'alarme générale se déclenche. Les lumières s'éteignent. Générateur d'urgence. Éclairage de secours. Cris, course, chaos. Quelqu'un saigne. Quelqu'un appelle à l'aide. L'odeur de la poudre et du béton pulvérisé envahit l'air. Je cours vers les urgences. Nouvelle victime. Beaucoup de nouvelles victimes. Un immeuble s'est effondré à 3 rues d'ici. Les premiers secours nous amènent les blessés. Fractures ouvertes. Hémorragie. Brûlure. Je n'ai plus le temps de penser. Plus le temps d'avoir peur. Juste soigner, stabiliser, sauver. Pendant 2 heures, c'est l'enfer. Victime sur victime. Familles entières. Enfants couverts de poussière qui appellent leurs parents. Parents qui hurlent les noms de leurs enfants. Vieillards sortis des décombres, à moitié morts. Et toujours, au-dessus de nos têtes, le ciel qui explose. À 6h23, enfin, le silence. Les sirènes s'arrêtent. Plus d'explosions, plus d'éclairs. Juste le silence. Un silence lourd, épais, chargé de fumée et de peur. Je regarde par la fenêtre cassée. Tel Aviv fume à plusieurs endroits. Des colonnes noires qui montent vers le ciel qui devient rose avec l'aube. Mon téléphone. Sarah, on sort du mamad. Les enfants veulent des pancakes. Ils pensent que c'est un dimanche normal maintenant. Tu rentres quand ? Je ne sais pas quoi répondre. Il y a encore 15 blessés graves en attente d'opération. 3 enfants de l'âge de Noah qui luttent contre la mort. Comment je rentre chez moi serrer mes enfants dans mes bras en abandonnant ceux-là ?
Je reste, parce que c'est mon travail, parce que d'autres parents attendent que je sauve leurs enfants, comme j'espère que quelqu'un sauvera les miens, si c'était nécessaire. Mais chaque minute qui passe, je pense à Emma qui doit expliquer à Noah pourquoi papa n'est pas là pour les pancakes du dimanche. À midi, je peux enfin partir, 10 heures après la première sirène. La ville ressemble à un champ de bataille, vitres brisées partout, cratères dans l'asphalte, immeubles éventrés, voitures retournées, et au milieu de tout ça, la vie qui essaie de reprendre. Des gens qui balayent les débris, des enfants qui ramassent des éclats de missiles en souvenir. J'arrive chez moi, Emma se jette dans mes bras, elle sent mes vêtements. « Papa, tu sens la fumée ?» Noah arrive en courant, son dragon vert serré contre lui. Il me dit « Papa, j'ai eu peur que tu ne reviennes plus. » Je les serre contre moi et je pleure. Je pleure parce qu'ils sont vivants. Je pleure parce que d'autres enfants ne serreront plus leurs parents. Sarah me regarde. Elle voit ma fatigue, ma peur, ma culpabilité de les avoir laissés seuls cette nuit-là. Elle ne dit rien. Elle prépare du café normal, dans des tasses normales, comme si le monde n'avait pas failli s'arrêter il y a quelques heures, comme si nos enfants n'avaient pas passé la nuit dans un bunker. Ce soir-là, on ne regarde pas le journal. On ne veut pas savoir combien sont morts. On ne veut pas voir les images des immeubles détruits. On dîne en famille. Plat normal, conversation normale. Emma raconte qu'elle a rêvé que les étoiles tombaient du ciel. Noah demande si les dragons peuvent protéger des méchants. Je réponds oui, encore un mensonge. Cette nuit-là, ils dorment dans notre lit. Emma d'un côté, Noah de l'autre. Sarah et moi, on ne dort pas. On écoute, on attend. Parce que maintenant, on sait que ça peut recommencer. N'importe quand, n'importe quelle nuit. Les missiles iraniens peuvent revenir. Et on aura encore 15 secondes. 15 secondes pour courir vers le mamad en portant nos enfants. 15 secondes. C'est le temps entre la normalité et l'enfer. Entre un dîner en famille et la course vers un bunker. Entre papa, tu me lis une histoire, et papa, est-ce qu'on va mourir cette nuit? 15 secondes pour réaliser que votre vie peut s'arrêter sans prévenir. Demain, je retourne à l'hôpital, parce qu'il y aura d'autres blessés, parce que l'Iran n'a pas fini, parce que les sirènes vont encore sonner, et chaque fois, j'aurai 15 secondes pour penser à Sarah, Emma, Noah. 15 secondes pour me demander si cette fois, l'Iron Dome suffira, si cette fois, on aura de la chance. 15 secondes, c'est tout ce qu'on a.